avant. Et autour de ces questions, j'ai sollicité Monsieur le ministre des Affaires étrangères parce que je sais qu'au-delà des décisions du gouvernement, au-delà de la belle célébration du 1er août, saluée ici et ailleurs par nos compatriotes comme par les observateurs, vous auriez des préoccupations liées également à cette actualité. Et qui mieux que le ministre des Affaires étrangères pour vous en donner la substance ou la quintessence de la position de la CEDEAO et du Bénin partant. Et donc, c'est pour ça que nous sommes devant vous ce matin et nous sommes prêts, le ministre des Affaires étrangères et moi-même, à prendre vos préoccupations et à y apporter les réponses que nous jugeons les plus pertinentes. Merci. Alors, nous allons recueillir alors les préoccupations. Oui, vous allez vous présenter votre organe et la préoccupation. Bonjour, monsieur le ministre, monsieur le porte-parole et monsieur le ministre, pour être précis. Jefté Tchemedi de Vox Africa Télévision. Ma préoccupation porte sur le Niger. Hier, le Sénégal a annoncé qu'en cas d'intervention militaire de la CEDEAO, il enverrait ses troupes. Je voudrais savoir quelle est la position du Bénin. Toujours sur ce sujet, il y a des pays tels que l'Algérie et pour des raisons qu'on comprend bien, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont également opposés. La CEDEAO maintient qu'en dernière option, une intervention militaire se fera. Dans le cas précis, est-ce que vous prenez en compte les préoccupations de l'Algérie? Et si une intervention militaire était menée et que, on va dire quoi, par malchance, le président Bazoum était tué, de quelle restitution de l'ordre constitutionnel parlerait-on encore? Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le porte-parole. Je suis Sékou Diémé, rédacteur en chef de 7TV à Dakar, au Sénégal. J'avais posé la question hier, c'était de savoir est-ce que véritablement le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est d'avoir votre avis sur cette présence militaire, cette présence des militaires au sein des têtes du pays, des militaires qui veulent diriger les États. Quelle est votre lecture en tant que chef de la diplomatie béninoise? Je vous remercie. Alors, ce que nous allons faire, nous allons laisser le porte-parole et puis le ministre des Affaires étrangères répondre d'abord à ces préoccupations et puis nous allons poursuivre après. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci au porte-parole du gouvernement de m'associer à cet exercice de conférence de presse. Alors, pour répondre à la première question, et je pense que les deux vont de pair en fait, deux choses essentielles. Premièrement, le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création et les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Donc, si demain, pour quelque raison que ce soit, la CEDEAO décidait d'engager une action particulière, le Bénin serait solidaire de ce que la CEDEAO ferait. Donc là-dessus, je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En ce qui concerne la situation et les régimes militaires, nous, notre conviction au niveau du Bénin, et cela tient aussi de notre histoire depuis 1990, nous croyons dans le fait que le pouvoir se transmet par les urnes et ne se situe pas au bout d'une baïonnette. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on assure en fait
un développement. Nous croyons dans le fait que le développement ne peut se faire que s'il y a une forme de stabilité politique. Et que ce dont nos populations ont besoin aujourd'hui, c'est d'une stabilité politique qui permette de réduire la pauvreté, qui permette de faire en sorte que chaque citoyen de la zone CEDEAO puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Et nous croyons que ça marche. On arrive à cela parce qu'on a des régimes qui sont des régimes démocratiques, des régimes démocratiquement élus, qui est une transmission démocratique du pouvoir. C'est très important. Et on ne peut pas considérer qu'en fait ce soit seulement dans notre sous-région qu'il y ait des tentatives de prise de pouvoir par les armes. Ce n'est pas une chose acceptable, ce n'est pas une chose bien même pour le développement de notre sous-région. Et je pense que ce qui concerne, le principal besoin de nos populations aujourd'hui a rapport en fait à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous croyons que des régimes qui sont des régimes démocratiquement élus sont meilleurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ne sais pas si monsieur le porte-parole... Je pourrais renchérir en disant qu'effectivement, le Bénin, c'est un exemple, sans aucun doute, mais tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections au moment, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. De l'évolution dans les pays où il y a des coups d'État depuis 2-3 ans pour voir qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration de la qualité de vie des populations. Et puis, nous les Africains, on se déresponsabilise pour faire croire aux populations que la source de nos malheurs, c'est l'étranger. Moi, vous pouvez demander aux Béninois, nous avons commencé à faire beaucoup d'efforts, plus que par le passé. Depuis 2016, ça a été très dur au début pour nous tous, mais les Béninois voient très bien maintenant que quand on fait des efforts, ils produisent du résultat. Et c'est comme ça qu'on construit des États résilients, des États forts, des États modernes. Nous sommes en chemin et nous sommes convaincus que c'est la seule voie pour y arriver. On peut extrapoler. Nous avons connu des crises ici, notamment en 2019. Entre 2019 et 2023, chaque Béninois observe les évolutions que le pays connaît. Imaginez un instant par extrême que ceux qui avaient envisagé de renverser le pouvoir en 2019 aient réussi leur coup. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut aussi apprendre à nos populations que c'est l'effort soutenu, l'effort dans la durée qui produit des résultats. Les difficultés peuvent exister, comme dans la vie de tous les jours, pour les États comme pour les individus. Il nous appartient
Non, c'est pas lui, c'est M. Traoré. Par rapport au mouvement de population, éventuellement. Vous savez, ici, chacun s'occupe vraiment de ce qu'il a à faire. Le ministre des Affaires étrangères peut avoir un regard sur l'activité de son collègue de l'Intérieur qui s'occupe des questions de frontières et de mouvements de population. Et ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement anticipe beaucoup. Donc, les réflexions qui doivent être menées, les dispositions qui doivent être prises au cas où, le sont et le seront en temps de besoin. C'est certain. Donc, pour le reste, vous pouvez être rassurés. Sur les positions des uns et des autres, il n'y a pas d'avis personnel à avoir. La CEDEAO est engagée, a pris une position qui est la nôtre, qui est celle des autres pays. Et si des actions se mettent en branle demain, vous assisterez à ce que ferait chacun dans cette situation. Et la CEDEAO elle-même n'a pas mis en avant l'option militaire comme première option. C'est le dernier recours et le ministre des Affaires étrangères vient de le redire. Donc la CEDEAO procède d'abord par le dialogue, par la négociation et négociée, une solution pacifique pour régler la solution pour régler le problème. Et les actions sont en cours, en fait. Aujourd'hui se poursuivent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 délégations qui sont parties, mandatées par le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui vont poursuivre les discussions afin qu'on puisse arriver à quelque chose qui serait la solution, en tout cas la porte de sortie acceptable pour tous, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne veut qu'on soit dans une situation, en fait, où la solution de l'usage de la force soit la solution qu'on retienne. On privilégie tous la négociation, on privilégie tous le dialogue, en fait. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont donné cette période d'1 semaine pour pouvoir engager des discussions et aboutir à une solution concertée de libération et de réinstallation du président Bazoum.
Bonjour, Excellence. Et bonjour, Monsieur le porte-parole également. Je suis Albert Nagreogo, journaliste burkinabé, directeur de publication de libreinfo.net. Alors, j'ai 3 questions. La première question, c'est aujourd'hui la France qui dit qu'elle soutient toute décision au niveau communautaire. Alors, quel est le rôle de la France dans une institution communautaire comme la CEDEAO? Est-ce que vous n'avez pas de gêne de voir un pays comme la France qui, chaque fois, rappelle qu'elle soutient la CEDEAO? La deuxième question, vous pensez exfiltrer le président Bazoum au cas où les négociations échouent? Alors, si vous exfiltrez le président Bazoum, comment vous comptez restaurer l'ordre constitutionnel quand on a l'impression que l'ensemble de l'armée est d'accord pour le push? Et enfin, le Burkina Faso et le Mali dénoncent une éventuelle intervention. Qu'est-ce que vous pensez de leur réaction? Merci. Merci. Sur la première question concernant la France, je voudrais faire une analogie simple. Et elle est triste aussi comme situation. Messieurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Afrique n'est pas concernée. Pourtant, il y a eu des prises de position de pays africains. C'est dans le cadre des relations internationales entre différents pays, en fait. Nous avons pris position, chacun des pays, en fait, ont pris position, certains disant on condamne l'attaque de la Russie, d'autres disant on s'abstient, d'autres disant on est plutôt du côté de l'Ukraine. Et pourtant, c'est très, 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 très loin de chez nous. Je pense que en matière de diplomatie, de relations internationales, nous sommes dans un creuset mondial. Le monde est aujourd'hui un village. Et c'est tout à fait normal que la France ou d'autres pays, comme d'autres pays qui n'ont pas forcément, de lien géographique direct, puissent dire nous pensons que ce qui est en train de se passer au Niger est acceptable ou n'est pas acceptable. En l'occurrence, la France a dit qu'il soutenait les décisions de notre espace communautaire. Rien de plus. Moi, ce sur quoi je veux insister, parce que je sais qu'il y a beaucoup de désinformation sur ce point. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO est une conférence souveraine. Les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos, ont pris leurs décisions ensemble, à huis clos, sans aucune intervention extérieure. Et vous aurez remarqué que les prises de position, les communiqués qui ont été diffusés, etc., sont portés directement par la CEDEAO. Parce que, à la fin de la journée, s'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je ne sais pas si M. le porte-parole, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Évidemment, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour dire qu'il n'y a pas que la France. Vous avez entendu les États-Unis. Hier encore, le président Biden. Vous avez entendu l'ONU. Vous avez entendu d'autres organisations internationales s'aligner sur la position de la CEDEAO. Mais je sens que dans votre question, il y a un aspect subliminal parce que cela véhicule aussi les perceptions ou la désinformation que portent ou charrient parfois nos populations du fait d'activistes non identifiés. À savoir, c'est la France qui dicterait aux États africains, notamment francophones, leur conduite, ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, vous avez cet évangile qui voudrait que l'on se libère d'une certaine tutelle supposée au réel de la France pour aller s'aliéner devant quelqu'un d'autre considéré comme une autre puissance et qui serait peut-être plus encline à aider au développement. Moi, je veux que nous aidions, vous aussi surtout, aidiez nos populations africaines à comprendre que c'est quand même dangereux pour nous et paradoxal qu'au XXIe siècle, les Africains soient les seuls sur la terre à penser que leur bonheur dépend d'autrui. Que leur bonheur ne découle pas des efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer leur sort, mais que c'est un pays situé à 5, 6 000, 10 000, 15 000 kilomètres qui agirait pour les rendre heureux ou non. Et puis historiquement, la plupart de ces pays ont eu des partenariats diversifiés, y compris avec ceux qui aujourd'hui sont présentés comme les sauveurs. Au Bénin, nous avons fait l'expérience. Nous avons été longtemps socialistes.
Et chacun a tiré les conclusions en 90 ici, de voir qu'est-ce que ça nous a apporté, d'avoir été dans ce train, qu'est-ce que ça nous a pas apporté. Après, nous avons des relations diversifiées avec nos partenaires. Et au Bénin ici, le président Talon le dit, nous prônons des relations décomplexées, y compris avec la France, y compris avec les États-Unis. Parce que c'est de notre responsabilité de nous faire respecter en tant qu'État, et cela passe par la promotion de la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons. Et nous espérons bien que ça va essaimer partout pour que bientôt les populations africaines comprennent que si les autres sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour, et que le seul chemin pour nous aussi, c'est de faire les mêmes efforts pour y arriver. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus ce genre de réflexion ou de propos que nos populations naïvement reprennent en pensant qu'il faut quitter un maître pour un autre, 6 mètres il y a, et que son bonheur serait effectif. Ça n'est pas vrai du tout. Et c'est notre responsabilité commune de l'enseigner à nos populations. Merci. Voilà. Je suis... Oui, vous aviez d'autres questions, je crois. Je crois que c'était la seconde question, c'était par rapport à la... Si le président, si jamais le président... Non, notre position... la position de la CEDEAO, je l'ai rappelé tout à l'heure, est très claire. Le président Bazoum est le président démocratiquement élu du Niger et est le seul que nous reconnaissons. Donc tout ce que la CEDEAO demande, c'est la réinstallation du président Bazoum dans sa fonction de président de la République. Aujourd'hui, il est empêché d'exercer ce pourquoi il a été élu démocratiquement par le peuple nigérien. Donc, tout ce que nous demandons, la position de la CEDEAO à laquelle souscrit aujourd'hui le Bénin, c'est que le président Bazoum soit réinstallé. Donc, il ne s'agit pas d'exfiltration. Il s'agit de réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président de la République. Ensuite, vous dites l'armée. Il y a un tout petit peu de, je trouve, si l'armée devait décider de qui est le président de la République, pourquoi est-ce qu'on organise alors des élections? L'armée fait partie du peuple. Les forces de défense votent également lorsqu'il y a élection du président de la République. Et la majorité du peuple nigérien a décidé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, que le président Bazoum était celui qui devait conduire ses destinées pendant 5 ans. Donc, l'armée fait partie du peuple, il faut respecter la décision du peuple. Ce n'est pas une question d'alignement sur l'armée, où on ne peut pas être dans une situation, et moi j'attire véritablement, je pense que le porte-parole également disait tout à l'heure, votre attention sur l'éducation que nous devons faire. On ne peut pas considérer que nos pays sont dirigés par des foulocraties. Ce que j'appelle foulocratie, ce sont des foules qu'on rassemble dans la rue et on se dit, voilà, il y a quelques personnes dans la rue et à partir de cet instant, ça veut dire que quelqu'un est impopulaire. Non. Il y a des principes. Si nous sommes en démocratie, c'est le principe d'un homme, une voix. Les gens votent, ils élisent un président et ce président, il exerce le pouvoir. Et comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole, les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger le pouvoir démocratique, non pas pour exercer le pouvoir. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'il faut retenir, c'est le président reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale du Niger est le président Bazoum. Le président Bazoum aujourd'hui est dans une situation où il est pris en otage. Et ce que nous voulons, c'est qu'il soit réinstallé dans sa position de président du Niger. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais. On peut continuer. Au suivant. Je suis Joachim Guetim, je viens de Radio Victoire FM à Lomé, au Togo. Alors, nous savons tous quand même que les tractations diplomatiques sont toujours en cours. Mais au cas où ça échouait, d'aucuns l'ont déjà dit, l'option militaire certainement sera irrévocable. Moi, j'aimerais savoir jusqu'à quel montant, ou disons, quand l'option militaire, cela nécessite forcément la mobilisation des gens et la mobilisation de la finance. Jusqu'à quel montant le Bénin serait à même
de mobiliser ou disons de mettre dans l'assiette. Deuxième préoccupation, le nombre de militaires éventuellement possible au niveau du Bénin. Et j'enchaîne en disant, entre-temps, le président Patrice Talon était censé être dans les pays dirigés aujourd'hui par les putschistes, mais cela n'a pas eu lieu. Est-ce que cela est toujours à l'ordre du jour? Et enfin, si les militaires se maintiennent toujours au pouvoir, je vous fais un début de réponse et puis le spécialiste des affaires étrangères va vous dire si on va rompre les relations ou pas. Bien, moi je vous dirais, à propos de l'engagement du Bénin et du niveau d'engagement, attendez le cas échéant, ce que ferait la CEDEAO, et vous verrez quelle serait la partition du Bénin en termes de mobilisation d'hommes, en termes de mobilisation de ressources, vous apprécierez. Effectivement, le président Talon était censé, au nom de la Troïka qu'il a désigné, pour renouer le contact avec les 3 pays au banc de la communauté actuellement, la Guinée-Conakry, le Burkina et le Mali. Le président Talon avait prévu de se rendre dans ces 3 capitales du 2 au 3 août. Et la situation au Niger a modifié cet agenda. Sans doute que tant que la mission qui lui est confiée reste d'actualité, en temps et en heure, en fonction de son agenda, il verra comment s'organiser pour accomplir cette mission qui lui a été confiée. Voilà. Le ministre va faire la réponse. Est-ce qu'on irait jusqu'à rompre les relations? Non, je pense qu'on est, et je tiens à le répéter en fait ici, le Niger est un pays frère. Ce n'est pas un pays ami, c'est un pays frère. Les liens entre le Niger, le Bénin, le Nigeria, le Togo, tous les pays de la CEDEAO sont des liens qui sont des liens séculaires. Vous avez des gens de part et d'autre de la frontière qui appartiennent invariablement en fait à différents pays, etc. Donc ce n'est pas ça le sujet. On n'est pas dans cette logique. Et comme je le disais tout à l'heure, le président élu, le président reconnu et les institutions reconnues du Niger sont ceux qui dépendent du président Mohamed Bazoum. Et donc, en l'occurrence, nous allons plutôt densifier nos relations avec le Niger que plutôt rompre des relations avec le Niger. Bonjour, je suis... Je vous ai dit qu'en temps et en heure, vous saurez. Non, mais exactement, en temps et en heure, vous saurez ce qui sera décidé. Nous sommes comme on le dit depuis le début, nous sommes dans le cadre de la CEDEAO. Et lorsque la CEDEAO aura décidé, vous saurez ce que fera le Bénin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin suivra les décisions de la CEDEAO. Bonjour, je suis Seydou Prosper Sadio, journaliste au quotidien national du Sénégal, Le Soleil. Monsieur le ministre, peut-être une question à vous deux. Tantôt vous avez évoqué un peu la fermeture des frontières. On sait que cela ne se passera pas sans conséquences sur les activités économiques, notamment le port de Cotonou qui joue un important rôle avec le Nigeria. Qu'en est-il à ce niveau? Est-ce que vous avez un peu mesuré l'impact économique que cette mesure-là aurait sur l'activité maritime entre les 2 pays? Et si oui, on peut avoir des chiffres concrets sur cet aspect-là? On va contextualiser à nouveau. Ce n'est pas le Bénin tout seul qui a pris une décision, c'est la CEDEAO. Et le Bénin était à cette conférence où les décisions ont été prises. Donc toutes les décisions prises par la CEDEAO sont appliquées par les États membres et celles qui concernent le Bénin seront également appliquées et sont appliquées. Donc il ne s'agit pas de pays à pays, c'est l'organisation. Nous sommes solidaires des décisions prises parce que nous y étions et nous appliquons les décisions. L'impact, oui, mais je vous dis, ça n'est pas que le Bénin. On poserait la même question de l'impact au Nigeria, au Sénégal, d'où vous venez, et à tous les autres pays. Donc, ça n'est pas ça la vraie question.
La vraie question, c'est est-ce que la CEDEAO et ses pays membres se donnent les moyens de respecter les décisions qu'ils ont prises, de les mettre en œuvre. Et c'est à ça que nous nous attelons. Je crois que c'est la chose la plus fondamentale à retenir en l'espèce. Et comme l'a dit le porte-parole, c'est pas une question d'impact individuel ou de calcul d'impact individuel. C'est une question de principe général et de décision prise au niveau de la communauté. La communauté a pris une décision, nous faisons partie de la communauté, nous appliquons les décisions de la communauté. Oui, merci. Moi, je suis Boko Gilles, New TV Togo. J'ai été très sensible à votre déclaration de principe contre les coups d'État. C'est partagé, mais j'ai deux problèmes avec la CEDEAO. Malgré ces principes, au sommet d'Abuja, vous avez invité et pris comme médiateur à l'endroit du Niger quelqu'un qui a été coupable d'un coup d'État ou en tout cas d'une prise de pouvoir non constitutionnelle également. Je veux parler de Kaka Déby. Comment vous pouvez être contre les coups d'État et vous envoyer quelqu'un qui a pris le pouvoir de manière illégale pour aller faire la médiation au Niger? Ça manque de cohérence. Et de deux, cette rigueur à géométrie variable pose problème. Vous ne pouvez pas avoir 3 ou 4 coups d'État sur le dos et finalement accepter. Et un quatrième, un cinquième vient, on dit qu'on veut envoyer une force militaire. Que faites-vous des coups d'État précédents? Merci. Alors, sur la... Oui. Prolongement de la même question. Ok. Rodrigue Tongué, le Cameroun. Je voudrais savoir si on a débriefé la visite ou le déplacement du président Déby au Niger. Parce qu'on a entendu parler de façon, avec beaucoup de tintamarre, l'annonce de son déplacement, mais juste après le déplacement, on n'en a plus parlé. Est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, même s'il n'est pas membre de la CEDEAO, est-ce qu'on a, le président Déby a débriefé avec ses pairs de la sous-région Afrique de l'Ouest les retombées de cette visite-là, s'il y en a eu? Alors, juste, on va répondre à ces questions-là avant d'en prendre de nouvelles, en fait. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad partage une très large frontière avec le Niger. Et donc, c'est dans ce cadre, et vous comprendrez aussi que dans le cadre de discussion ou de dialogue, tous les éléments ne peuvent pas être reversés sur la place publique, en fait. Parce qu'on est en train de construire un chemin de négociation qui devrait, nous l'espérons, arriver à une sortie de crise qui soit une sortie de crise la plus douce et la plus pacifique possible. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu de débrief, en fait. Parce que cela fait partie de tous les contacts et de tous les échanges que nous avons avec les chefs d'État ont avec les différents protagonistes. Alors, est-ce qu'il y a eu des débriefs entre chefs d'État? Bien entendu, la situation elle est assez critique et les chefs d'État de la sous-région se parlent de façon très régulière, plusieurs fois même par jour, pour pouvoir suivre l'évolution de la situation. Donc oui, il y a eu une remontée d'informations à leur niveau qui a permis de réajuster les positions, l'approche, etc. Mais souffrez que ce ne soient pas des éléments qui soient communiqués sur la place publique parce qu'ils font partie de tout un processus qui, nous l'espérons, vont permettre d'arriver à une solution négociée, une solution pacifique dans cette crise. Et quant à votre première question concernant le Tchad, et concernant la situation au niveau du Tchad et plus globalement en fait ce sentiment qui est un peu distillé dans l'opinion publique sous-régionale relatif au fait que ce serait du 2 poids 2 mesures, etc. Vous savez, moi je vais faire un parallèle en fait qui font que et qui je pense ont poussé aussi les chefs d'État à dire qu'on est dans une situation qui est dangereuse pour toute la communauté, en fait. Parce que, et je me permets d'insister là-dessus, imaginez-vous demain, vous êtes dans votre maison, vous avez la personne en charge de votre sécurité qui se lève le matin et qui décide de vous enfermer à l'intérieur de la maison. Et vous dit désormais, je suis le propriétaire de la maison. Imaginez l'insécurité que cela fait peser, en fait, sur tous les dirigeants. Il y a une situation aggravante.
Cela ne veut pas dire que c'est un deux poids, deux mesures. Je pense que dans toutes les situations, que ce soit au Mali, au Burkina et en Guinée, et ça a toujours été la position de la CEDEAO, il y a eu une condamnation, il y a des feuilles de route qui sont en place, un suivi rapproché pour s'assurer qu'on ait un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Dans le cas du Niger, c'est beaucoup plus aggravant. C'est une prise d'otage. Et prendre en otage un président démocratiquement élu, si on le laisse passer, c'est dangereux pour toute la communauté. Donc je ne pense pas que ce soit du deux poids, deux mesures. Je pense que les chefs d'État de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ont réellement pris la mesure du danger que cela représente. Et puis, je vais me permettre de vous dire, il faut aussi que nous nous posions un certain nombre de questions. Ça va faire le 5e coup de force dans la sous-région en moins de 2 ans. À un moment donné, je pense qu'il est important de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas une déflagration en fait, sous-régionale totale. Et c'est ce qui fait que cette situation, elle est une situation réellement monitorée, réellement très, très importante, en tout cas très critique pour toute la sous-région. C'est pas simplement, ce serait trop facile en fait de dire, ok, il y a eu 3 coups d'État qui sont passés, donc on peut laisser également passer celui-là. Il y a une situation aggravante en fait. Ce que j'ajouterais, c'est par rapport à une question que vous n'avez pas posée, mais que j'attendais lorsque vous avez commencé à taguer la CEDEAO, parce qu'on l'a vu également sur les réseaux. La CEDEAO qui resterait muette comme une carpe face au coup d'État constitutionnel, engendrant des 3e mandats, et la coup d'État et la CEDEAO s'y prompte à condamner les autres coups d'État, n'est-ce pas? Mais faites le point, s'il vous plaît, faites le point. Sur les 3 coups d'État précédents, il y a un seul qui avait pour mobile les conséquences collatérales du 3e mandat, c'est la Guinée-Conakry. Au Mali et au Burkina, il n'y avait pas de 3e mandat. On a invoqué comme raison la dégradation de la situation sécuritaire. Donc, il faut regarder objectivement la situation. Et puis au Niger, pour justifier la prise d'otage, on est venu dire aussi dégradation de la situation sécuritaire. Mais vous êtes des journalistes et vous observez très bien que parmi les pays du Sahel, s'il y en a un qui visiblement tient plus que d'autres, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, c'était encore le Niger. Donc il faut creuser pour voir quelles sont les raisons profondes. Et en l'espèce, on vous a dit, ceux qui sont payés pour assurer la protection du président élu, c'est eux qui décident, pour les raisons qu'ils connaissent certainement, de le prendre en otage. Et l'analogie que le ministre faisait tout à l'heure est très pertinente, il faut insister là-dessus. Vous avez un parent, ou vous-même vous avez votre maison, et vous recrutez un agent de sécurité qui est payé, il n'a pas d'arriéré de salaire. Et puis un matin, vous vous levez, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre parce qu'il est passé un temps, il a mis la clé à double tour. Et il dit, c'est moi le patron des lieux. Il a peut-être fait ça pour vos enfants aussi avant. Quelle serait votre attitude? Comment vous feriez? Je suis convaincu que vous feriez appel à toutes vos connaissances dehors, ou vos parents qui viennent découvrir vont dire non, ça n'est pas possible quand même. Et faire en sorte que l'ordre soit rétabli. C'est ce que la CEDEAO essaye de faire et entend faire au Niger. Good morning, everyone. My name is Hazel Ogoigbe, journalist from Gulf TV Africa in the English section. Please, I'm going to ask my question in English. The first question I have for the Honorable Minister and the spokesman of the government is this. ECOWAS has agreed to use the last option, which is force, if democracy is not restored in Niger. Now the question is, if Benin eventually decides to send their troops to join the ECOWAS team, which is ECOMOG, what means has Benin Republic as a country and other countries put in place to repatriate their citizens in Niger? Because they are African citizens in Niger. So are they also going to, because when there is a war, there is always the loss of lives, foreign personnel, Nigerians, Nigerians, Beninois. So what has the Beninese government put in place
to make sure that their citizens in Niger are not victims of war? That's my first question. Then my second question is this. Now, the coup in Niger is spectacular because Nigerians were rejoicing. I have not seen a situation whereby something negative happens and the citizens are rejoicing. Now, one of the factors or many factors that led to the coup, some people are saying is because of the insecurity, the high cost of living, and because the president, Bazoum, is from a minority group that is still, in quotes, not fully accepted by the country. Now, the question is this: what role has ethnicity played in wars in Africa? And what is the way out to make sure that ethnicity does not keep dividing us as Africans? Those are the two questions I have for now. Thank you. As for me, you will allow me to come in French because we are French-speaking people, and I'm not sure I will be as fluent as you. So let me come in French, and you will translate it after. C'est ce que nous avons dit longuement ici. Ce n'est pas les questions de relations bilatérales entre les États, ce n'est pas les individus. Nous savons qu'il y a une communauté africaine, comme dans tous nos pays. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous, sur le principe qu'il est indispensable de rétablir l'ordre au Niger? Bah, si vous êtes d'accord, vous dites à la CEDEAO et à ses pays membres, faites en sorte que ça se passe bien en limitant les dégâts. Et c'est ce qu'ils font. Limiter les dégâts au mieux pour nous tous, en espérant qu'on n'aura même pas à recourir à la force. Et la CEDEAO est responsable. Nous discutons, nous plaidons pour que ceux qui sont là, qui ont commis l'acte répréhensible, reviennent à la raison. Pas si ça se fait, tout le monde est tranquille. Est-ce que le principe des coups d'État est admissible encore aujourd'hui, au XXIe siècle? Et puis oui, dans nos pays, le président Bazoum a beau appartenir à telle ou telle communauté, le débat n'est pas là. Il a été élu. Qu'il vienne d'une ethnie minoritaire ou majoritaire, la majorité du peuple nigérien l'a élu. Et on n'a pas entendu les gens contester son élection. Du reste, ça fait 2 ans qu'il est en situation. Il y a une réalité, et c'est vrai. La plupart de nos États sont composés de plusieurs nationalités, des micro-nationalités. Et c'est pour ça que nous travaillons à en faire de véritables nations. Cela n'exonère aucun acteur, y compris militaire, du devoir, de son obligation à contribuer à cette dynamique. Sinon, tous nos pays seraient instables. Tous, dans lequel des pays africains qui n'ont pas eux-mêmes tracé leurs frontières, vous avez déjà vu tant d'homogénéité en dehors du Burundi et du Rwanda. Et encore, si chaque ethnie, si chaque composante de la société devrait se lever et dire non, moi, c'est pas moi qui suis là, ça doit être mon tour, on ne s'en sortirait pas. Nous sommes bien devenus des républiques, n'est-ce pas? Et en république, il y a des normes qui s'appliquent à tout le monde. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, il peut parler pour vous en anglais s'il le veut. No, I think, a spokesperson of government already responded entirely to the question. I think we, all of us collectively, we have to understand that it's not a question of Benin being against Niger or ECOWAS being against Niger. It's not a war between ECOWAS and Niger. There is no war. We just want to reinstall a democratically elected president in his position. So there is no, it's not a question of, let's say, two countries being in war, fighting or something like that. No, and as a, spokesperson said, we'll always try to, give option and chances for negotiation, always. And that's, I think the sense of everything, President, Chairperson of ECOWAS is doing today with all the head of state. A lot of things is, in the background, they are doing a lot of things to ensure that this last solution, this ultimate solution, will not need to use it. Because it's necessary to ensure that our institution, people, they respect also our institution. And when it's come to minority, it's very dangerous what you are mentioning. I know that many people are talking about this, saying, yes, maybe they did a coup because
the president come from a minority part of the population. It's extremely, extremely dangerous. Can you imagine? That means tomorrow, the people coming from his community, President Bazoum community, also can start and say, okay, because you remove our president by using arms, we also will start, a war against you. No, this is very dangerous for the stability of the region. It's very dangerous for the development of the region. We here in Benin, and I think this is definitely what everybody, entire, continent is looking for. Our population is young. They need jobs. We need to develop ourselves. We need to reduce poverty. And can you imagine that today in 2023, we are here talking about people trying to conquer the power with arms? It doesn't make sense. Entire world is moving forward. People are talking about AI. They are trying to go, on the moon, on Mars. And we are here talking about, people trying to attempt, to integrity of an elected president. All of our constitution have, a provision giving everybody the right to fight to become president. If you want to become president, you go to the election. You fight for election, you won the election, and you run the country. It's not because you have a Kalashnikov, buy with taxpayer money, because that's the issue. You pay tax. We use this money to buy arms because we think, the entire community think it's important to protect, integrity of our territory, to protect our leaders, etc. And then this money and the shoes we bought for you, you use it against, the people we elected. It doesn't make sense. So we have to, to stick to this position. And we in Benin, we are definitely aligned with ECOWAS position in this situation. Merci. Je suis Abdourazak Traoré, je suis journaliste à la télévision BF1, c'est au Burkina Faso. Alors, les putschistes du côté du Niger estiment que la CEDEAO est une organisation impersonnelle. Toute intervention de cette institution à Niamey connaîtra évidemment une riposte ciblée sur un pays. Et là, beaucoup d'observateurs voient dans le viseur des putschistes le Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas peur de cette réaction? Qui d'autre? Bonjour Excellence, Walter Hall, Ondo, Média Live 24 News Gabon. On constate qu'au niveau de la CEDEAO, c'était comme un défi pour les forces des armées dans les pays de renverser le pouvoir dans leur pays, les gouvernements, les institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin, étant membre de la CEDEAO, n'est pas inquiété? Merci. Bien, merci. En temps et en heure, le Bénin fera ce qu'il a à faire et vous apprécierez. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que le Bénin a peur? Le défi des gouvernants, c'est de travailler à améliorer les résultats. Ensemble, nous œuvrons à améliorer nos conditions, à asseoir la bonne gouvernance afin que les ressources collectées auprès de nos compatriotes servent au développement. Et si ça a été si dur au début pour nous tous, que nous avons été en tant que gouvernement assez impopulaires au début. Aujourd'hui, nos concitoyens, et vous pouvez les entendre partout, ils disent, nous voyons ce à quoi sert notre argent. Le président de la République il avait lancé une boutade, il a dit, oui, l'argent ne circule pas, comme vous dites, mais l'argent travaille. Et cet argent qui travaille, chacun des Béninois le voit. Donc, il n'y a pas à avoir de crainte. Il y a à densifier ce que nous faisons sur le terrain de la bonne gouvernance, sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie des populations, afin que durablement, le bien-être individuel et collectif s'installe. Et à partir de ce moment-là, nous rêvons comme les autres. Le ministre disait tout à l'heure, les autres pensent à aller sur la Lune, ils pensent à aller sur Mars, et nous, on en est encore à parler de coups d'État, et encore, pour quelles raisons?
Nous aussi, nous voulons bien que dans 50 ans, dans 100 ans, on dise, il y a un Béninois qui est allé sur la Lune. Pourquoi pas? Si c'est possible pour les autres, c'est possible pour nos États aussi. Et après, la question de responsabilité, comme je disais, enseignons à nos enfants, à nos populations, que notre bonheur dépend d'abord de nous. Quel est le parent qui, chez lui, à la maison, dit à son enfant, il vaut mieux que tu ailles vivre chez le voisin ou chez telle personne au quartier pour être heureux? Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Et il en va mêmement pour les États. Donc nous faisons ce que nous avons à faire avec le soutien et la contribution de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, et nous pensons que c'est le seul chemin qu'il faut parcourir en tant que nation. Je voudrais remarquer que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, quand il y a des coups d'État, les populations sont dans une liesse populaire, ils sont en désaccord avec les décisions de la CEDEAO, et même au-delà des États où il y a des coups d'État, on entend même des intellectuels accuser la CEDEAO d'être un syndicat, parce que quand il s'agit des coups d'État institutionnels, c'est-à-dire les troisième mandats, la CEDEAO ne dit rien. Et pour corriger cette image, il y a la question de la révision du protocole additionnel de 2001 pour pouvoir permettre à la CEDEAO de faire d'un principe la limitation des mandats. Est-ce que cette question a été abordée à Abuja après les récentes réunions? C'est la première question. Ma deuxième question, je vais m'adresser au porte-parole du gouvernement. On a vu les relations entre le Bénin et le Nigeria prendre une tournure à 180 degrés depuis l'élection de Tinubu. Je veux savoir, au-delà de ce que vous dites, qu'est-ce qui a pu vraiment motiver cette tournure-là? Et dans le même temps, je constate qu'au niveau des frontières, les choses ne passent pas comme cela devait être. Des marchandises sont encore toujours qu'on peut raisonner. Qu'est-ce qui se passe pour que les relations ne profitent pas encore aux populations? Et la toute dernière question, l'essence a encore pris du coup. Qu'est-ce qui explique cela? Merci. D'abord, je suis convaincu que ça ne vous déplaît pas, que les relations entre le Bénin et le Nigeria se normalisent, n'est-ce pas? Ça ne vous déplaît pas. Par contre, je sais que ça peut déplaire à certaines personnes au Bénin, notamment les personnes qui ont pu aiguillonner par le passé afin que telle sanction soit prise ou prolongée en faisant le vœu secret que cela exténue les populations et que le gouvernement en place tombe parce que la situation serait intenable. Fort heureusement, nous avons travaillé dès le début à créer la résilience de notre économie, de sorte que, contrairement aux perceptions que les gens avaient, quand le Nigeria éternue, le Bénin ne s'enrhume plus. Au contraire, les relations décomplexées dont je parlais tout à l'heure se font aussi à l'égard des pays voisins, y compris le Nigeria. Et vous avez vu avec quel enthousiasme, avec quel faste le président nigérien et sa délégation, y compris même l'homme d'affaires Aliko Dangote, arrivent ici et sont à leur aise. C'est une bonne chose et nous allons travailler à entretenir cette relation. Cela n'a pas un coût direct avec l'augmentation des prix de carburant. Ça, vous le savez que c'est dicté par la conjoncture internationale. Il y a des normes pour apprécier et ajuster les prix. Et nous avons mis beaucoup en subvention sur ces produits, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et je peux vous dire, aujourd'hui encore, quand bien même le prix de l'essence est passé à 680 francs depuis le 1er contre 650 avant, nous sommes encore autour de 40 francs de subvention sur le litre d'essence. Autrement, on serait au-delà de 700 francs déjà. Et puis enfin, par rapport à la CEDEAO, vous-même vous l'avez évoqué, donc la CEDEAO ne reste plus insensible à la question des troisième mandats. Vous l'avez dit vous-même, puisqu'une décision a été prise pour agir sur les tests. Et à la réunion d'avant Abuja, ou c'était même à Abuja, le président Tinubu
il a été évoqué la mise en place d'une force d'interposition, la promotion de la démocratie, donc plus de tolérance pour les troisièmes mandats, autant qu'il n'y aura pas de tolérance pour les coups d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Maintenant, vous dites, les peuples, les populations, regardez nos États. Et on a commencé à répondre tout à l'heure. Plusieurs micro-nationalités à l'intérieur de la nation que nous entendons tous bâtir. Combien d'oppositions avez-vous vu en Afrique, après une élection, reconnaître avec fair play sa défaite et commencer à préparer les prochaines élections? Même quand on a perdu, on fait croire que c'est parce que le vainqueur a volé. Dans ces conditions, si quelqu'un est malin parce qu'il a la force et il dégage un autre qui est là, vous aurez toujours des gens dans la rue pour applaudir et apprécier, qu'ils soient insatisfaits ou non de la gouvernance. C'est de l'ordre normal des choses. Et ça n'est pas un indicateur. Non, ça ne peut pas être vu comme un indicateur de popularité des acteurs ou de l'appréciation du push. Ce n'est pas un baromètre parce que vous connaissez très bien les œuvres de manipulation. Et ça, vous ne maîtrisez pas. Donc, ne considérez jamais que parce que les populations sont sorties dans les rues ici, elles étaient absolument contre les dirigeants qui étaient là. Elles étaient insatisfaites de leur gestion. Tous ceux qui sont là et qui peuvent accéder à des ressources peuvent vous mobiliser demain 10 000, 20 000, 30 000 personnes dans les rues. Oui ou non? Bah oui, donc il faut pousser l'analyse beaucoup plus loin. Merci. Moi, il y a un terme que je disais tout à l'heure, hein. La démocratie, ce ne sont pas les foules. Il faut faire la différence entre la foulocratie et la démocratie. N'importe qui, demain, avec, comme le disait le porte-parole, avec un peu d'argent, peut vous mettre 10 000 personnes dans la rue. Est-ce que ça veut dire que la majorité des gens suivent ce qu'ils disent? Je ne pense pas. Je pense aussi qu'il faut qu'on pousse l'analyse beaucoup plus loin. Regardez un peu la façon, la manière dont ces mouvements qu'on dit spontanés s'organisent. Regardez le langage qui est utilisé en fait lors de ces manifestations. Regardez les instruments qui sont utilisés lors de ces manifestations. Et regardez dans chacun des pays où il y a eu des coups, comment ça s'est passé. Faire cette analyse et derrière, je pense que les conclusions que vous allez tirer vont vous permettre aussi de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais je ne pense pas que les millions de Nigériens qui sont allés voter il y a 2 ans, qui lors d'une élection ont choisi en fait un président démocratiquement élu, qui ont installé leur président, je ne pense pas que ces personnes-là soient aujourd'hui en faveur du kidnapping et de la prise d'otage de leur président. Donc ne nous réfugions pas derrière le fait de voir quelques centaines de personnes dans la rue pour dire qu'il y a une acceptation des coups d'État. Ce serait faire une analyse biaisée de la situation. Et en l'occurrence, lorsqu'on parle de foule, regardez bien les images, parce qu'il y a énormément de manipulations sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Regardez les vraies images et demandez les vraies images des mobilisations qui ont été tentées par les personnes et vous verrez que l'acceptation populaire dont vous parlez n'est pas là en fait. La réalité, c'est que la démocratie ne se joue pas sur les réseaux sociaux et ne se joue pas non plus dans la rue. Elle se joue dans les urnes. Et si on a envie d'être élu président de la République, on se présente à des élections, on est sur un bulletin de vote, on gagne ces élections. Plutôt que de le faire avec une baïonnette ou de penser qu'en mettant quelques milliers de personnes dans la rue, on peut légitimer une prise d'otage en fait. On ne peut pas accepter ce principe et je pense que c'est la position de la CEDEAO à laquelle souscrit aujourd'hui le Bénin. Bonjour, monsieur le ministre. Oscar Menoa-Docon du groupe de presse Le Béninois Libéré. Nous avons constaté depuis le jeudi passé que l'opérateur économique Atao Renouho est de retour au pays après plusieurs années passées en France. Ce n'est pas de gaieté de cœur de le voir en prison, mais il avait dit avec la justice béninoise, il est revenu au pays et est libre de tout mouvement. J'aimerais savoir le deal qu'il a eu entre lui et le gouvernement pour qu'il soit libre de tout mouvement et ne pas être poursuivi par la justice béninoise. Merci. Il me semble que, comme vous dites, il avait déjà été condamné. Vous voulez qu'il soit encore poursuivi? Bon, maintenant, vous avez eu la chance de le voir. Moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je pense que vous devriez lui poser la question. Parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Vous l'avez vu. Posez-lui la question et il vous répondra certainement. Oui, moi, je ne l'ai pas vu. Vous y étiez, non? Vous y étiez, mais posez-lui la question.
Mais vous y étiez à son point de presse. Posez-lui la question. Moi, je ne l'ai pas encore vu pour lui demander comment il est rentré, est-ce qu'il va bien. Je suis le porte-parole du gouvernement, pas de M. Henouho. Comment? Je vous coince? C'est tant mieux alors. C'est mieux que le gouvernement ou l'État coince les individus plutôt que les individus coincent l'État. Parce que si l'État ne tient pas, aucun de nous n'est là. Vous voyez? Bon, donc, vous et moi, on s'est compris. On a tous gagné parce que le Bénin a gagné. Voilà, nous allons prendre une dernière question. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Hassan Monekdem. Je viens du Cameroun, où je suis journaliste au quotidien privé Le Jour. Je suis bien conscient de la délicatesse du sujet sur le Niger et de toutes les déclarations qui peuvent être très, très difficiles à gérer. Mais permettez-moi quand même de vous poser deux questions. La première, c'est relative au contexte international. Alors, est-ce que vous tenez compte, dans la gestion de cette crise-là, des implications des puissances de tous les bords et de l'environnement sécuritaire actuel dans le monde? Il y a certainement la crise ukrainienne et tous les acteurs autour, mais il y a d'autres facteurs sur la scène internationale. Est-ce que vous tenez compte de tous ces éléments dans la gestion de cette crise-là? Si oui, comment? La deuxième question, c'est sur le sort des putschistes. Alors, c'est la solution négociée, c'est le dialogue qui est privilégié. Alors, quels sont les spots de sortie que vous envisagez, que vous imaginez peut-être? Je préfère dire imaginer, parce que c'est la CEDEAO évidemment qui gère le dossier, mais là nous avons affaire à des officiels béninois seulement. Mais quels sont les portes de sortie selon vous qui peuvent être donnés aux leaders de la junte militaire au pouvoir? Parce qu'en fin de compte, il va falloir gérer leur sort. Je vous remercie. Merci. Sur la deuxième question, je sais que vous allez être frustré, mais je pense qu'il y a un certain nombre de solutions, de pistes qui sont sur la table, mais qu'on ne peut pas partager ici pour l'instant parce qu'elles font l'objet de discussions. Elles font l'objet des discussions en fait avec ces personnes et souffrer qu'on ne puisse pas les mettre sur la place publique pour l'instant parce que cela pourrait être de nature à handicaper en fait les efforts qui sont en cours aujourd'hui et qui, nous l'espérons, vont permettre en fait d'aboutir à une solution concertée, négociée et pacifique. Parce que c'est encore de toute façon la première option que nous avons au niveau de la CEDEAO et que nous privilégions au niveau de la CEDEAO. En ce qui concerne votre première question sur ce qui se passe dans le monde, je pense que elle est très... D'abord, je vais commencer par vous dire que c'est d'abord un problème de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont pris la mesure de la situation et ont décidé en fait d'agir parce qu'il s'agit de notre espace communautaire. Je vais paraphraser ce que disait tout à l'heure le porte-parole. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Personne ne viendra construire nos pays à notre place. Donc il faut qu'on arrête aussi chaque fois qu'il y a un problème de nous dire la solution viendra de l'étranger ou viendra d'autres puissances. Nous devons être en mesure nous-mêmes de prendre nos responsabilités. Et c'est ce que les présidents de la CEDEAO ont fait dans le cas d'espèces en fait. Je vais continuer en disant que c'est très paradoxal. Parce que tout à l'heure, vous avez un confrère qui nous disait « Mais pourquoi est-ce que la France prend position ?» Et là, vous nous dites « Est-ce qu'on tient compte de ce que la France et les puissances, ou en tout cas toutes les puissances disent ou pensent ?» La réalité, c'est qu'à la fin de la journée, ce qui se passe au Bénin, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, impacte d'abord ceux qui vivent dans la région. Ça ne concerne pas les autres. Les autres vont, sur des questions de principe, probablement réagir, et nous allons les entendre, mais à la fin de la journée, ceux qui sont réellement concernés, ceux qui sont impactés, sont d'abord les personnes de la région. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans le cas d'espèces, c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui a pris la mesure de la situation et qui a pris ces décisions en fait. Et je pense que c'est important qu'on continue à œuvrer de cette manière-là. On ne va pas attendre
que des solutions à nos problèmes viennent de personnes qui sont à 50 000, 30 000, 10 000 ou 5 000 kilomètres de nous-mêmes, en fait. Nous devons œuvrer à trouver des solutions pacifiques. La plupart du temps, nous l'espérons. Et si on n'arrive pas à trouver des solutions pacifiques, trouver les autres solutions qui permettent d'améliorer le quotidien de nos populations. Nous ne pouvons pas en permanence nous dire que va penser X ou Y. Parce que lorsque nous avons des problèmes, ce sont nos populations qui sont touchées. Ce ne sont pas leurs populations. Donc, moi, je pense que au niveau de la CEDEAO, bien entendu, on écoute, on observe. Il y a les uns et les autres qui diront qu'ils soutiennent ou qu'ils ne soutiennent pas. Mais à la fin de la journée, ce qui importe, c'est ce que pensent les dirigeants de la CEDEAO, qui est notre organisation commune à laquelle nous avons tous adhéré, les 15 pays de l'espace communautaire, et dont les décisions s'appliquent à chacun de nous, en fait. Alors, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, on voudrait vous remercier pour les différentes préoccupations et remercier aussi monsieur le ministre des Affaires étrangères et puis le porte-parole du gouvernement de s'être prêté aux questions des journalistes. Et bonne journée à tous et à la prochaine. Merci. Merci bien.